Je m'appelle Julien. J'ai 35 ans. Je travaille comme chef de projet dans une entreprise de BTP et je vis dans une ville moyenne près de Nantes. Mes journées sont très structurées et répétitives par choix. Lever tôt, longue journée au bureau, soirée tranquille à l'appartement. J'épargne massivement et j'évite les risques inutiles parce que j'ai grandi en voyant les problèmes d'argent détruire la vie des gens. Mon ex s'appelle Camille. Elle a 32 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans et nous ne vivions pas sous le même toit, même si elle passait la plupart de ses week-ends chez moi. Nous n'avions pas de compte joint, aucun achat en commun, pas d'enfants, nous n'étions même pas pacsés. Une séparation nette sur le papier, même si la relation semblait émotionnellement complexe. Quand nous nous sommes rencontrés, Camille était pleine d'assurance et vive d'esprit. Elle parlait vite, savait ce qu'elle voulait et aimait tester les gens. J'ai pris cela pour de la force de caractère. Avec le temps, c'est devenu tout autre chose. Elle aimait avoir le contrôle, mais jamais de manière directe. Cela se présentait toujours sous forme de standards, d'attentes ou de ce qu'un vrai homme devrait faire. L'argent a toujours été un courant sous-jacent et silencieux. Elle gagnait bien sa vie, mais dépensait comme si c'était éphémère. Je gagnais plus et j'épargnais la majeure partie de mon salaire. Elle l'a remarqué. Au début, elle en plaisantait, me traitait de rabat-joie, disait que je vivais comme un père divorcé. J'en riais parce que ça semblait inoffensif. Puis, il y a 6 mois, les blagues ont cessé d'en être. Elle a commencé à parler d'avenir commun de manière très spécifique. Un appartement plus grand dans un meilleur quartier, des voyages, des investissements sur lesquels elle avait des idées. Chaque fois que je demandais comment elle comptait y contribuer financièrement, elle répondait que les couples ne devaient pas compter leurs petits sous. Chaque fois que je disais que je n'étais pas à l'aise à l'idée de tout financer, elle répliquait que j'avais peur de m'engager. La semaine dernière, la situation a fini par exploser. Nous étions assis dans ma cuisine après le dîner. Elle était agacée par quelque chose qui n'avait rien à voir et faisait défiler l'écran de son téléphone. Sortie de nulle part, elle m'a dit qu'elle en avait marre d'avoir l'impression de sortir avec un homme qui ne s'investissait pas pleinement avec elle. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a regardé et m'a dit que si je voulais continuer à me faire appeler son mec, je devais lui céder mes économies pour que nous puissions bâtir quelque chose ensemble. Sinon, je devais arrêter de faire semblant d'être sérieux. Ce n'était pas présenté comme une discussion. C'était un ultimatum. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas cherché à m'expliquer. J'ai dit, c'est compris. Et c'est là que tout a basculé. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la table. Camille était toujours assise là, les bras croisés, m'observant comme si elle s'attendait à ce que le silence me fasse craquer. Elle a demandé si j'allais sérieusement ignorer ce qu'elle venait de dire. Je lui ai répondu que je l'avais parfaitement entendu. Puis je lui ai dit que notre relation était terminée. Elle a d'abord ri, mais ce n'était pas un rire amusé. Un rire méprisant, le genre de rire qu'elle utilisait chaque fois qu'elle pensait que je bluffais. Elle a dit que j'étais théâtral et que je devais me rasseoir pour que nous puissions parler comme des adultes. Je ne me suis pas assis. J'ai marché jusqu'à la chambre et j'ai attrapé le sac de week-end qu'elle laissait toujours là. Celui qu'elle ne vidait jamais complètement, mais qu'elle traitait comme un meuble fixe. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à y fourrer ses affaires. Ses vêtements, son maquillage, son chargeur, la brosse à dents qu'elle laissait dans le gobelet de ma salle de bain comme si elle était chez elle. C'est à ce moment-là que son ton a changé. Elle m'a suivi dans le couloir en me demandant ce que je croyais faire. Je lui ai dit calmement qu'elle m'avait donné le choix et que j'y avais répondu. Je n'allais pas lui céder mes économies et je n'allais pas faire semblant d'être quoi que ce soit pour elle, alors elle devait partir. Elle a dit que je ne pouvais pas la jeter à la rue comme ça. Elle a dit qu'il était tard. Qu'elle était venue en voiture. Qu'un vrai homme ne met pas une femme à la porte pour un simple désaccord. Je lui ai répondu qu'un vrai homme ne se laisse pas extorquer par sa copine. Ça l'a mise hors d'elle. Elle a commencé à énumérer tout ce qu'elle pensait avoir apporté à ma vie. Son temps, son énergie, son soutien. Elle a dit que j'étais égoïste. Que j'étais radin. Que n'importe quelle femme s'attendrait à avoir accès à l'argent de son homme s'il était sérieux. J'ai fermé le sac et je le lui ai tendu. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis resté là, silencieux, en la tenant ouverte. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas insulté.
Je n'ai pas débattu point par point. J'ai juste attendu. Mon absence de réaction l'a enragée plus que tout le reste. Elle m'a accusé d'être froid. De lui avoir fait perdre son temps. Elle a dit que j'allais le regretter et revenir en rampant quand je réaliserais à quel point il était difficile de trouver quelqu'un comme elle. Je lui ai souhaité une bonne continuation. Elle est restée plantée là un long moment, comme si elle s'attendait à ce que je la retienne. Comme je ne l'ai pas fait, elle m'a arraché le sac des mains et est sortie en trombe, marmonnant dans sa barbe. J'ai fermé la porte, tourné la clé dans la serrure et je m'y suis adossé une seconde. Mon téléphone a vibré immédiatement. Un SMS de sa part qui disait « Tu fais une énorme erreur ». Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis retourné dans la cuisine pour finir de ranger le dîner comme si de rien n'était. C'est la nuit où ma vie est devenue beaucoup plus calme. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 32 notifications. Des appels en absence, des messages vocaux, des SMS qui passaient de la rage à la panique si vite qu'on aurait dit un scénario écrit à l'avance. Les premiers m'accusaient d'avoir réagi de manière disproportionnée. Les suivants m'accusaient d'être abusif. À la fin du fil de discussion, elle négociait, demandant si nous pouvions simplement parler comme des adultes et repartir à zéro. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, j'ai fait quelque chose de banal. Je suis allé au bureau. Cela peut paraître dérisoire, mais c'était important. Camille se nourrissait de l'urgence émotionnelle. Des crises, des moments dramatiques. Le fait que je pointe au travail comme n'importe quel mardi ordinaire privait la situation d'oxygène. Vers midi, j'ai consulté mon téléphone une fois. Elle avait changé de tactique. Maintenant, elle m'envoyait des messages sur le fait qu'elle se sentait utilisée, qu'elle avait investi 2 ans de sa vie en moi, qu'elle n'arrivait pas à croire que je l'avais jetée dehors au lieu d'essayer de trouver un compromis. Ce mot, encore, compromis. Ce qu'elle entendait par compromis, c'était que je finisse par céder après suffisamment de pression. J'ai répondu une fois et une seule. Je lui ai dit que la relation était terminée et de ne plus me contacter. Elle a répondu instantanément. Des pavés de texte, des accusations. Elle a dit, tu m'as prouvé que tu n'as jamais été un vrai homme. Elle a dit, les vrais hommes subviennent aux besoins de leurs femmes. Elle a dit, l'argent n'est que de l'argent et tu as choisi des chiffres plutôt que l'amour. Elle a terminé par, si tu ne me débloques pas immédiatement, ne t'attends plus jamais à entendre parler de moi. Je l'ai bloqué. Cet après-midi-là, ma sœur m'a envoyé un message pour me demander ce qui s'était passé. Camille l'avait déjà appelé en pleurs pour lui dire que je l'avais mise à la porte et abandonnée pour un simple malentendu. J'ai dit la vérité à ma sœur en 3 phrases. Ultimatum, économie, relation terminée. Ma sœur a répondu par un seul mot, bien. Quand je suis rentré à l'appartement ce soir-là, l'ambiance était différente. Pas vide, juste neutre, comme s'il m'appartenait enfin de nouveau. Plus de tension dans l'air. Pas de commentaires. Pas de petites piques déguisées en blagues. J'ai préparé à manger, j'ai dîné tranquillement et j'ai fait la vaisselle. Plus tard, en sortant les poubelles, j'ai remarqué un petit détail, mais tellement révélateur. Camille avait laissé l'une de ses boucles d'oreilles sur le comptoir. Quelque chose qu'elle aurait forcément remarqué si elle n'avait pas été si convaincue que j'allais lui courir après. Je l'ai jetée à la poubelle. Cette nuit-là, elle a réessayé par email. Nouveau compte, même message. Elle a dit qu'elle ne pensait pas l'ultimatum de manière littérale. Elle a dit que j'avais mal compris. Que les couples se testent parfois pour voir à quel point ils sont engagés. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic total. Elle n'était pas en colère parce que j'avais dit non. Elle était en colère parce que son moyen de pression n'avait pas fonctionné. Et une fois que j'ai compris ça, il n'y avait plus rien à débattre. 2 jours se sont écoulés avant que Camille ne réapparaisse. Cette fois, elle n'a pas envoyé de message en premier. Elle n'a pas appelé. Elle s'est simplement pointée devant mon immeuble juste au moment où je rentrais du travail, debout près de l'entrée comme si elle avait encore des droits sur cet endroit. Même manteau, même posture, les bras croisés, la mâchoire serrée, répétant déjà le discours qu'elle avait prévu de me servir. Elle a dit qu'il fallait qu'on parle. Je lui ai répondu que non. Ça l'a fait exploser immédiatement. Elle a dit que je ne pouvais pas terminer les choses comme ça. Que les adultes ne jettent pas une relation à la poubelle pour une seule mauvaise conversation.
Elle a dit que je lui devais une explication parce qu'elle avait investi du temps en moi. Je lui ai répondu que le temps passé ensemble ne transformait pas une tentative d'extorsion en preuve d'engagement. Elle a rétorqué sèchement que je déformais encore ses propos, qu'elle n'avait jamais voulu mes économies pour elle-même. Elle a dit qu'elle voulait de la sécurité. Qu'elle voulait une preuve que j'étais sérieux. Qu'elle voulait savoir qu'elle ne gaspillait pas ses meilleures années avec un homme qui ne s'investirait jamais pleinement. Je lui ai demandé pourquoi, s'investir pleinement, impliquait toujours mon argent. Elle a ignoré la question et a changé de tactique. Elle a dit que je l'avais humiliée. Que l'avoir jetée dehors me faisait passer pour quelqu'un d'instable. Elle a dit qu'elle avait raconté ce que j'avais fait à ses amis et qu'elles étaient choquées. Elle a appuyé sur ce mot comme si c'était censé me faire honte. Je lui ai dit que je me fichais éperdument de ce que pensaient ses amis. Cela a semblé la surprendre. Elle m'a accusé d'avoir changé. Elle a dit que j'étais devenu froid et calculateur. Que l'homme dont elle était tombée amoureuse ne choisirait jamais l'argent plutôt que l'amour. Je lui ai dit que l'homme dont elle était tombée amoureuse ne tolérerait jamais d'être menacé. Des passants ont commencé à nous regarder. Elle a baissé la voix mais est devenue plus cinglante. Elle a dit que si je ne réglais pas ça tout de suite, j'allais le regretter. Que les femmes parlent entre elles. Que ma réputation allait en prendre un coup. Qu'aucune femme ne se sentirait en sécurité avec un mec qui met sa copine à la rue. Je lui ai dit qu'elle était libre de partir quand elle le souhaitait et qu'elle était libre de raconter l'histoire qui l'aiderait à dormir la nuit. Elle est restée là à me dévisager, attendant clairement quelque chose. Des excuses, une faille, un signe quelconque que sa pression fonctionnait. Quand ça n'est pas arrivé, elle a ricané et a dit « Très bien ». Elle a ajouté « Tu reviendras ramper quand tu te rendras compte à quel point c'est galère de faire des rencontres à la trentaine ». Je lui ai dit de ne plus jamais revenir. Elle a ri comme si je bluffais, et elle s'est éloignée. Je suis monté chez moi, j'ai verrouillé la porte et j'ai demandé au gardien de l'immeuble de bloquer son accès à l'interphone. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de voir ça comme une rupture. C'était une extraction. Camille n'est plus revenue en personne après ça, mais elle n'a pas disparu non plus. Elle est passée au numérique. Dès le lendemain matin, des amis communs ont commencé à m'envoyer des messages soigneusement formulés. Je prends juste des nouvelles. J'espère que tu vas bien. Camille est vraiment blessée. Chacun suivait le même schéma, la sollicitude d'abord, la pression ensuite. Ils voulaient tous savoir si j'étais vraiment sûr de vouloir tout gâcher pour une histoire d'argent. Je les ai corrigés calmement. Je leur ai dit qu'il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait d'un ultimatum. Je leur ai dit que quiconque menace une relation pour obtenir l'accès aux économies de quelqu'un d'autre ne cherche pas un partenariat. Il cherche le contrôle. Certains ont fait marche arrière immédiatement. D'autres se sont tus. Un ami a admis que Camille se plaignait depuis des mois que je faisais de la rétention financière et qu'elle méritait plus. Ça a tout confirmé. Camille a tenté une autre approche cet après-midi-là. Elle m'a envoyé un long email intitulé « Clarté ». Dedans, elle reformulait l'ultimatum en le présentant comme un test. Elle a dit qu'elle avait besoin de savoir que je choisirais notre couple plutôt que la peur. Elle a dit que les couples solides partageaient tout. Que ma réaction prouvait que je n'étais pas assez mature émotionnellement pour un vrai futur. Elle a terminé en disant qu'elle était prête à me pardonner si je m'excusais et prouvais mon sérieux en m'ouvrant financièrement. J'ai ri à haute voix en lisant ça, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était révélateur. Elle croyait sincèrement qu'elle avait encore l'avantage. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré l'email dans un dossier nommé « Terminé » et j'ai bloqué l'adresse. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des mois. Je me suis connecté à mes comptes bancaires et j'ai mis à jour mes bénéficiaires. J'ai révisé mon plan d'épargne. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier que je comptais appeler de toute façon, pas à cause d'elle, mais parce que je pouvais enfin prendre des décisions sans que quelqu'un ne plane au-dessus de mon épaule. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Je n'ai pas décroché. C'était un message vocal de Camille en larmes cette fois. Pas de colère, pas de menace, juste de l'incompréhension. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais cru que je partirais vraiment. Elle a dit qu'elle pensait que je résisterais un peu, puis que je finirais par céder. Comme toujours. Cette dernière phrase m'est restée en tête. Comme toujours, j'ai bloqué le numéro.
C'est le moment où j'ai compris quelque chose d'important. L'ultimatum n'était pas une erreur. C'était une stratégie qui avait fini par échouer. Et une fois qu'elle avait échoué, il ne restait plus rien sur quoi faire reposer notre relation. Une semaine s'est écoulée avant que Camille ne tente une dernière escalade. Elle s'est présentée à mon travail. Pas à l'intérieur, sur le parking, juste à la fin de ma journée. Je l'ai vue adossée à sa voiture comme s'il s'agissait d'une scène de film dramatique et non d'une vraie entreprise avec des caméras de sécurité et un règlement. Elle a souri quand elle m'a vu, comme si nous étions sur le point d'avoir une scène de réconciliation. J'ai continué à marcher. Elle a appelé mon nom, plus fort cette fois, et m'a suivi sur quelques mètres en disant que nous avions besoin de tourner la page. Ce mot encore, tourner la page. Le mot que les gens utilisent quand ils veulent une dernière chance de reprendre le contrôle de la narration. Je me suis retourné et je lui ai dit calmement que son comportement était inapproprié et qu'elle devait partir. J'ai ajouté que si elle revenait, je ferais appel à la sécurité. Son sourire s'est effacé instantanément. Elle a dit que j'étais sans cœur. Qu'elle n'arrivait pas à croire que je choisissais l'argent plutôt qu'elle. Que n'importe quelle femme attendrait de son homme qu'il prouve son engagement. Elle m'a traité d'égoïste et de lâche, terrifiée à l'idée d'investir dans l'avenir. Je lui ai répondu qu'un avenir ne commence pas par des menaces. C'est là qu'elle a franchi la ligne. Elle a dit que si je ne lui parlais pas, elle raconterait à tout le monde que je l'avais abusée financièrement. Qu'elle dirait que je l'avais menée en bateau, promis monts et merveilles avant de lui couper l'herbe sous le pied. Elle a dit que les gens la croiraient. Je n'ai pas haussé le ton. Je lui ai dit de faire ce qu'elle avait à faire, et je suis parti. C'était la dernière fois que je l'ai vue en personne. Ce soir-là, j'ai envoyé un email aux ressources humaines, au cas où, en documentant l'incident. J'ai également envoyé un bref message à un ami avocat pour lui demander quelles étaient mes options si le harcèlement continuait. Non pas pour envenimer la situation, mais pour m'assurer qu'elle soit contenue. Le lendemain, Camille a publié des statuts vagues sur les réseaux sociaux parlant de trahison et de manipulation. Les commentaires ont afflué. Certains compatissants, d'autres sceptiques. Quelques personnes ont posé des questions auxquelles elle n'a pas répondu. Je n'ai pas réagi. J'ai remarqué une chose intéressante pendant cette phase. Plus je restais calme et constant, plus elle avait l'air erratique en comparaison. Elle avait besoin d'une réaction. Sans cela, son histoire perdait toute cohérence. À la fin de la semaine, les publications ont cessé. Le silence a remplacé le bruit. Et dans ce silence, j'ai réalisé à quel point mon énergie avait été aspirée par la gestion des attentes de quelqu'un d'autre au lieu de vivre ma propre vie. Cette prise de conscience avait plus d'importance que n'importe quelle dispute que nous avions pu avoir. Une fois le bruit retombé, autre chose s'est insinuée. Le doute des autres. Pas le mien, mais celui venant de l'extérieur. Quelques amis m'ont demandé si ça allait. Puis ils m'ont demandé si j'étais sûr de ne pas avoir été trop dur. Ils ont dit que Camille pouvait être excessive, mais qu'elle avait un bon fond. Que l'argent pouvait pousser les gens à dire des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Le sous-entendu était clair, j'aurais dû mettre de l'eau dans mon vin. J'aurais dû négocier. J'ai écouté et je n'ai pas débattu. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'aucun d'entre eux ne remettait en question l'ultimatum en lui-même. Ils remettaient en question mon refus de jouer le jeu. C'était très révélateur. Camille a refait surface indirectement quelques jours plus tard par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle voulait savoir si je m'étais calmé. Elle a dit qu'elle était prête à faire des compromis maintenant. Que peut-être elle avait mal formulé les choses, mais que ses intentions étaient bonnes. Qu'elle ne voulait pas vraiment toutes mes économies, juste un accès, une transparence, un geste. J'ai dit à cet ami de lui transmettre un seul message, on ne renégocie pas un ultimatum après son échec. Apparemment, cela l'a frappé plus durement que tout ce que j'avais pu dire jusqu'à présent. D'après cet ami, Camille était furieuse. Pas triste, pas dans la réflexion, furieuse. Elle a dit que je la punissais pour avoir été honnête. Elle a dit que les hommes comme moi ne se souciaient que du contrôle. Que je finirais seul parce qu'aucune femme ne voudrait d'un homme qui refuse de subvenir à ses besoins. J'ai laissé couler. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose de mineur mais de symbolique. J'ai fait le tour de mon appartement et j'ai retiré tout ce qui me faisait penser à elle. Sans drame, de façon purement pratique. Photos supprimées, cadeaux mis en carton.
Je ne les ai pas jetés. J'ai fait des dons pour ce que je pouvais. Le reste est allé à la cave. L'espace a changé immédiatement. Pas émotionnellement, physiquement. Moins de désordre. Moins d'objets accompagnés de commentaires. J'ai eu l'impression de retrouver de l'espace pour respirer. Cette nuit-là, j'ai réalisé une chose que je n'avais pas encore clairement formulée. Camille ne voulait pas d'un partenariat. Elle voulait un accès sans aucune responsabilité. Elle voulait de la sécurité sans limite. Et elle déguisait ce sentiment que tout lui était dû en engagement. Pour que je me sente coupable d'y résister. Une fois que j'ai vu cela clairement, il n'y avait plus aucune version de cette relation qui vaille la peine d'être sauvée. L'ultimatum n'était pas la fin. C'était la révélation. Et quand quelque chose se révèle de façon aussi limpide, la seule décision logique est de s'éloigner et d'avancer. Environ 2 semaines après que le silence soit retombé, j'ai appris par quelqu'un d'autre que Camille racontait une nouvelle version de l'histoire. Dans celle-ci, l'ultimatum n'avait jamais existé. Selon elle, nous avions rompu parce que j'étais émotionnellement indisponible et obsédé par l'argent. Elle disait que je refusais de prévoir un avenir. Qu'elle avait enfin osé s'affirmer et que je n'avais pas pu le supporter. C'était un récit beaucoup plus propre, un récit où elle était forte et lésée, au lieu d'être imprudente. Je n'ai pas cherché à corriger sa version. Les gens qui comptaient me connaissaient assez bien pour voir les incohérences. Les autres n'allaient de toute façon jamais entendre la vérité. J'ai cessé de considérer ma réputation comme quelque chose que je devais gérer. Ce qui m'a surpris, c'est la rapidité avec laquelle elle a essayé de remplacer notre relation. Un ami commun a mentionné qu'elle avait soudainement recommencé à fréquenter des hommes. De manière très publique. Des publications sur ses standards, sur le fait de connaître sa valeur, de ne pas se contenter d'hommes qui ont peur de s'investir. Les légendes étaient suffisamment explicites pour que personne ne manque la cible. J'ai fait défiler mon écran sans réagir. Au lieu de cela, j'ai remarqué à quel point mes journées étaient devenues sereines. Fini les disputes financières déguisées en débats philosophiques. Fini les sous-entendus, fini la pression de devoir faire mes preuves par la dépense. Je payais mes factures, j'investissais comme prévu, et je dormais sans cette tension constante et sourde que j'avais fini par trouver normale pendant des années. Un soir, je suis tombé sur une connaissance commune. Il m'a demandé si j'allais bien, vu que Camille était passée à autre chose si vite. J'ai répondu que j'allais très bien, et je le pensais. Passer à autre chose rapidement est généralement le signe qu'on fuit la remise en question, pas qu'on guérit. Cette nuit-là, j'ai relu de vieux messages pour la première fois depuis longtemps. Pas pour les revivre, mais pour comprendre le schéma récurrent. Les blagues sur mes économies, les pics disant que j'étais radin, la façon dont chaque désaccord se terminait par une remise en question de ma virilité. Tout était là. Je n'avais simplement pas voulu mettre de mots dessus. L'ultimatum n'était pas une escalade soudaine. C'était la conclusion logique de mois de pression. Elle ne s'est pas réveillée un matin en exigeant mes économies. Elle a préparé le terrain pour ce moment, en s'attendant à ma soumission. Et quand la soumission n'est pas venue, elle ne s'est pas adaptée. Elle a tout fait exploser. Le voir est allé de manière aussi claire à effacer le moindre de mes doutes persistants. Je n'avais pas surréagi. J'avais simplement arrêté de jouer un rôle que je n'étais jamais censé accepter. À la fin de cette semaine-là, son nom a complètement cessé d'être évoqué. La vie ne semblait pas particulièrement excitante, mais elle semblait stable. Et après ce dont je venais de me sortir, la stabilité me paraissait être une victoire. La dernière fois que Camille a essayé de me happer de nouveau, c'était de manière subtile. Pas de message, pas d'apparition surprise, juste un ami commun mentionnant presque par hasard que Camille prenait de mes nouvelles. Pas pour savoir comment j'allais. Pour savoir si je voyais quelqu'un, si j'avais l'air heureux, si je regrettais quoi que ce soit. Ça m'a tout dit. Je ne lui manquais pas. C'est son emprise sur moi qui lui manquait. Apparemment, elle disait aux gens qu'elle s'attendait à ce que je finisse par la recontacter. Que les hommes comme moi le faisaient toujours une fois le choc passé. Que je réaliserais qu'elle avait raison au sujet de l'argent et de l'engagement, et que je reviendrais prêt à le prouver. Les semaines ont passé. Je ne l'ai pas recontactée. J'ai recommencé à faire des rencontres doucement et sans l'annoncer. Prendre un café en terrasse, des conversations sans jeu de pouvoir, sans test, sans ultimatum déguisé en standard.
J'ai remarqué à quel point les choses étaient simples quand les attentes étaient exprimées clairement au lieu d'être suggérées et imposées par la culpabilité. Un soir, j'ai reçu une demande de message d'un compte sans photo de profil. C'était Camille, avec un nouveau numéro. Elle a dit qu'elle espérait que j'allais bien. Qu'elle avait beaucoup réfléchi. Que nous avions peut-être tous les deux fait des erreurs. Elle a dit qu'elle n'avait pas pensé l'ultimatum de la façon dont c'était sorti. Qu'elle voulait juste être rassurée et avoir de la sécurité. Elle a demandé si nous pouvions parler comme des adultes maintenant que les émotions étaient retombées. J'ai fixé le message pendant un long moment, non pas parce que j'étais tenté, mais parce que j'étais frappé par la familiarité de son scénario. Reformuler, adoucir, m'inviter à reprendre une conversation où elle pourrait lentement redéfinir les règles du jeu. J'ai répondu par une seule phrase. Je ne suis pas intéressé à l'idée de rouvrir ce chapitre. Puis j'ai bloqué le compte. Pas de relance, pas d'explication, pas de débat. Après ça, plus rien. Plus de messages, plus de pression indirecte, plus de rumeurs lancées dans ma direction. Le chapitre ne s'est pas clos par un drame, mais par du désintérêt. Et c'était ce qu'il fallait, parce que le contraire de l'amour n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Et j'y étais enfin parvenu. Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette soirée dans ma cuisine, et rien de dramatique n'a suivi. Pas d'excuses surprises, pas de grande illumination de sa part. Aucun moment où elle aurait admis avoir franchi la ligne. La vraie vie ne vous offre pas ces fins toutes tracées. Elle continue simplement d'avancer une fois que vous cessez d'alimenter le conflit. Aujourd'hui, Camille a complètement disparu de mon quotidien. Je n'entends plus parler d'elle. Nos amis communs ont cessé de me donner des nouvelles quand ils ont compris que je n'en attendais aucune. Son nom ne déclenche plus rien en moi quand il est prononcé par hasard. C'est juste une information, comme entendre parler d'une ancienne collègue de travail. Ce qui a le plus changé, ce ne sont pas mes finances ou ma routine. C'est ma tolérance. Je ne négocie plus mes limites. Je n'explique pas pourquoi un ultimatum est inacceptable. Je ne me bats pas avec quelqu'un qui pense que l'engagement signifie le contrôle, ou que l'amour se prouve par la soumission financière. Si quelqu'un me montre qui il est avec autant de clarté, je le prends au mot et j'agis en conséquence. Avec le recul, cet ultimatum ne parlait pas d'argent. Il parlait de pouvoir. Elle voulait savoir si elle pouvait menacer mon identité d'homme pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle voulait voir si je paniquerais, si j'en ferais trop pour compenser, et si je lui céderais le contrôle pour préserver notre couple. Elle s'attendait à de la résistance suivie d'une capitulation. Au lieu de cela, elle a obtenu mon accord et une rupture. Je n'ai pas haussé le ton. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas essayé de gagner le débat. Je me suis simplement retiré complètement de la situation et j'ai continué ma vie. Ce choix a eu beaucoup plus d'impact que n'importe quelle confrontation. Ma vie d'aujourd'hui est plus paisible, plus stable et libre de tests permanents. Les économies auxquelles elle voulait avoir accès sont toujours à moi. Et plus important encore, ma tranquillité d'esprit aussi. S'il y a une leçon à en tirer, c'est celle-ci: quand quelqu'un lie votre valeur à votre docilité, croyez-le du premier coup. Et quand on vous lance un ultimatum censé vous coincer, n'oubliez pas que partir est aussi une réponse. Il se trouve juste que c'est celle qui met un point final au jeu.